La question que je vais poser, c'est qu'est-ce qui, dans un hôpital aujourd'hui, a été le driver pour lancer un projet d'IAM? Je pense qu'il y a la pression réglementaire qui a fait qu'on s'est lancé dans ce projet. Maintenant, je pense que les gens qui ont un souci de renforcer leur sécurité vont naturellement, je pense, s'orienter vers ce type de projet. C'est parti du décret confidentialité et de la proposition qu'on a fait à un certain nombre d'établissements d'aller ensemble sur ce projet. Donc je pense que c'est vraiment la phase réglementaire qui a été le déclencheur. D'ailleurs, on voit bien que la phase réglementaire, c'est un peu apaisé. Le décret confidentialité, on n'en parle plus trop depuis quelques années. Et on voit bien que dans les établissements, on se pose la question et que le projet prend un peu de retard, en partie à cause de ça, pas seulement, mais en partie. Et je pense qu'avec les nouvelles circulaires, les nouvelles rappels à l'ordre sur la sécurité dans la HAS, dans le plan numérique, dans la certification des comptes et puis dans les autres qui vont arriver, je pense que ça va redonner un peu de tonus aux directeurs d'établissement, parce que c'est vraiment eux qui sont je dirais à l'origine du projet. Si eux ne sont pas partants, ça ne partira pas. Et je pense que ça va relancer les projets de sécurité. Alors, en fait, depuis aujourd'hui, le décret confidentialité, on peut considérer qu'il est obsolète. C'est pas pour autant qu'à Nantes, on a arrêté le projet, puisqu'on a tous fait en interne la même analyse, à savoir que le bénéfice d'un projet IAM, c'est d'abord de détricoter tous les process de gestion des identités dans un hôpital qui sont dans un état d'inorganisation, pour ne pas employer d'autres mots, extrême. Entre les gens qui ne sont pas connus des RH qui viennent travailler à l'hôpital, entre le cas qui était cité tout à l'heure des internes ou des externes qui se passent leur garde les uns les autres. Et il y a des cas absolument incroyables que l'on découvre quasiment toutes les semaines. Donc déjà, la première motivation qui est restée à Nantes, c'était de poursuivre jusqu'au bout ce détricotage de la gestion des identités. La deuxième motivation, et à mon avis on ne le dit pas assez, c'est qu'on ne peut plus supporter d'avoir autant de login password qu'on a d'applications à l'hôpital. Si on fait une simple division du nombre d'applications par le nombre d'agents, on doit tous connaître entre 6 et 12 mots de passe. Donc c'est plus possible, on n'y arrive plus. Donc c'est la deuxième grande motivation d'un projet IAM. Peut-être que Dominique pourrait nous dire quel est son ressenti aussi. Ce que je disais tout à l'heure sur la gestion des identités, pour moi c'est fondamental, c'est d'arriver à convaincre les équipes RH, affaires médicales, que c'est de leur responsabilité, de leur rôle, et que je rejoins là-dessus tout à fait Cédric, c'est vraiment les processus les plus importants. Et souvent quand j'arrive, on parle de projet carte. Donc c'est vu comme un projet, en gros, il n'y a rien à faire, les gens ils vont arriver, on va leur donner une carte. Je dis mais est-ce que vous les connaissez ? Les non-salariés? Ah non. Et là, on commence à détricoter, comme disait Cédric. Mais c'est vu comme un projet carte. Et c'est là, il faut changer l'image, en fait. Finalement, quelles sont les fonctions prioritaires dans un environnement hospitalier? Ça dépend des objectifs qu'on s'est fixés, je pense. Dans les projets qu'on mène au Nord-Pas-de-Calais, le premier objectif était lié à une problématique de sécurité des accès, de traçabilité. Donc de savoir qui a accédé à quoi, quand, etc. Donc ça, c'était notre premier objectif. Donc c'est sûr que si on a cet objectif-là, le plus important, c'est comment est-ce qu'on garantit la chaîne de sécurité depuis la prise en compte de l'identité jusqu'à l'accès aux applications. Donc, et on est sur les processus. Même s'il y a de la techno derrière, on est essentiellement sur les processus. Si l'objectif de l'établissement... Alors ça, c'est l'objectif général qu'on avait. Chaque établissement peut avoir aussi un objectif plus particulier. Son objectif, c'est un établissement, son objectif, c'était de mettre des cartes, déjà pour faire tous les contrôles d'accès, parking, self, etc. Il a mis en place sa carte pour faire ça. Et après, il va mettre en place l'accès au système d'information. Il peut y en avoir d'autres où c'est gérer les mots de passe. Il y en a d'autres qui sont peut-être déjà plus avancés sur les problématiques de gestion de personnes et d'annuaires et qui veulent mettre en place un annuaire et fiabiliser les données. Donc j'ai l'impression que les besoins prioritaires dépendent de l'objectif de l'établissement. Alors à Nantes, en plus de tout ce que vient de dire Luc, un objectif majeur était de faire en sorte qu'un individu qui arrive à l'hôpital, qui recrute à l'hôpital, n'attende pas sa boîte aux lettres, son compte Active Directory et ses habilitations d'accès applicatives pendant
entre 3 semaines et 6 semaines comme c'était le cas avant. L'objectif, c'était qu'il se présente à un point qu'on appelle un point de gestion des accès professionnels, qui lui donne d'un coup la carte qui permet de tout faire, c'est-à-dire le self, les parkings, les locaux, le système d'information, et qu'il reparte au bout de quelques minutes avec, en gros, la boîte aux lettres créée, le compte Active Directory créé et les principaux comptes des principales applications métiers créées et qui puissent travailler quasiment dans l'après-midi ou voire le lendemain au plus tard. Alors je vais compléter. Alors l'objectif pour le PSM, c'était déjà de faire fi en fin de compte du côté du média, c'est-à-dire de s'orienter sur le média CPS et du coup de plutôt s'intéresser donc au process résultant, c'est-à-dire gestion des identités et gestion des droits d'accès. Donc fort de ça, on s'est réorienté effectivement pour donner une réactivité dans tout ce qui était je dirais mise en œuvre des droits d'accès. On n'a pas voulu se perdre dans la problématique de la carte, c'est-à-dire dans l'usage de la carte. C'est un sujet intéressant, mais on a voulu faire un focus sur le droit d'accès au poste de travail et donc des workflows accompagnant, des workflows de gestion d'identité accompagnant donc ce droit d'accès donc au poste de travail. Il faut savoir qu'on peut faire un projet IAM et pendant des années ou des mois, ça dépend de la taille de l'établissement, ne s'occuper que des process de back-office sans que les utilisateurs voient arriver la moindre carte ou la moindre fonction de SSO, ce qui est extrêmement utile parce que ça contribue à la remise à plat des process d'accès, des process RH internes. Effectivement, c'est un petit peu compliqué à vendre à une direction générale puisqu'il y a un coût qui peut se chiffrer quelquefois en centaines de milliers d'euros sans qu'il y ait de bénéfices directs utilisateurs. Mais peut-être que le fait aussi d'avoir une carte qui dépasse le cadre de l'établissement permettrait les échanges aussi entre établissements. Parce que le cas d'usage qui était cité où on parlait d'un médecin qui venait d'un autre établissement, je vois Luc sourire parce qu'il pense à quelque chose de particulier, pourrait peut-être simplifier, faciliter parce qu'on a ce qu'on a d'ailleurs chez les Anglais, avec la carte NHS, avec des identités centralisées inter-établissements permettant justement les échanges. Et on a des demandes d'établissements qui sont proches et qui partagent du corps médical, voire des infirmières, voire des techniciens, de pouvoir utiliser la carte qui est générée dans un établissement, dans un autre établissement. Puisque de plus en plus, on monte des CHT, on monte des GSS, etc. Et c'est un vrai problème, un vrai besoin, je vais dire. La solution de la carte ASIP, donc la carte CPS, pose un problème aux établissements. Donc tous les établissements de la région quasiment ont choisi de mettre en place la carte d'établissement parce qu'au moins ils la maîtrisent, ils savent ce qu'ils mettent dedans, ils mettent leurs photos, etc. Et surtout, ils sont capables de gérer tous les appels utilisateurs quand la carte ne marche plus, quand il faut régénérer les codes, etc. Et leur problème avec la carte CPS, utilisée par les médecins par exemple, c'est qu'une carte qui est utilisée par un médecin hospitalier dans l'établissement, si elle pose un problème de code PIN ou autre, ils vont appeler le centre d'appel de l'établissement, pas la ZIP Santé. Et le centre d'appel de l'établissement, il ne peut rien faire. Il n'a pas les codes, il n'a pas le code PUC, il ne peut rien faire. Ça, c'est pas dans les process. Et c'est pas dans les process. Et ça leur pose un vrai problème. Et on en a reparlé il n'y a pas longtemps dans nos réunions. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, les établissements ne veulent pas gérer les cartes de la ZIP. Tu confirmes, Arnaud? Sans tenir compte du fait que les cartes CPSV3 sont des cartes à 4 octets. C'est un détail. Technique, mais qui peut compter pour un... Ouais. Elles sont obsolètes. C'est vrai que le cycle des vies des cartes CPS, donc là vous avez votre autorité de certification qui est la ZIP, dans toute sa gestion de commande, dans toute sa gestion est quand même compliquée. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de visibilité sur ce qui se passe à l'extérieur. Et en plus, en interne, vous êtes obligé de gérer une espèce de gestion, je dirais, interne, de distribution, de réception, de commande, qui, bon an, mal an, revient à la DRH avec pas toute l'agilité qu'on devrait mettre sur ce type de process, quoi. Donc,
ce qui pouvait sembler intéressant au départ, facilitateur, de dire on n'a qu'une seule autorité de certification, on n'a qu'une carte, etc., peut aussi avoir des effets pervers, parce que vous avez une partie donc, des opérations du process que vous ne maîtrisez pas, ou très mal. Là, je vous dis, on est passé de la CPS de terre à la CPS 3, toutes les cartes ont été réenrôlées. Donc on s'est trouvé en 2 mois à réenrôler 500 cartes. Parce que les codes porteurs avaient changé. Et ça, vous l'apprenez gentiment au détour d'une conversation. Donc attention, on espérait aussi que les fameux annuaires soient peuplés sur les populations à ordre. Nous, on a une population infirmière relativement importante. Donc aujourd'hui, la distribution se fait en face à face dans l'établissement. Donc prudence sur ce process-là. Je ne dis pas que c'est plus simple peut-être avec une carte d'établissement, il y a d'autres, on voit bien, il y a d'autres occupations, il y a d'autres travers, il y a d'autres inconvénients. Voilà ce que je peux vous dire moi sur la carte ASIP. Bon, sinon, au quotidien, ça fonctionne. Mais... En complément, donc sur la carte CPS également, dans les établissements qui ont des médecins libéraux qui viennent travailler dans l'établissement, qui ne sont pas salariés de l'établissement, souvent j'entends dire ils ne souhaitent pas amener leur carte qu'ils ont dans leur cabinet, pour des raisons, j'ai peur de la perdre dans l'établissement. Donc c'est pas évident pour l'établissement de leur dire écoutez, vous avez déjà une carte, utilisez-la. Il y a encore des réticences à venir à prendre sa carte et à venir travailler avec dans l'établissement, alors que la solution permet de l'enrôler, etc. Donc ça, on a beaucoup de réticences de ce côté-là aussi. C'est la preuve encore que c'est des questions de process. C'est-à-dire que des habitudes de process, des comportements. Elle permet de lire la carte vitale et elle est verrouillée dans le lecteur. Elle est restée dans le lecteur. Voilà. Parce que sa secrétaire en a besoin. Voilà, c'est ça. Ouais, et c'est pas qu'il peut en demander pour sa secrétaire. Mais bon. Mais on se fait prendre les pieds dans le tapis pour des petites choses d'habitude comme ça quand on s'attaque à un projet d'IAM. Quelles sont les particularités de l'environnement hospitalier ? La diversité des types de personnel qui ne sont pas connus de la direction des ressources humaines et qui pourtant ont des relations contractuelles avec l'établissement. Il y a 12 000 agents à l'hôpital et pourtant on va fabriquer 17 000 cartes. Ce qui veut dire qu'il y a 5 000 cartes qui vont être fabriquées et qui vont être attribuées alors, à des gens qui ne sont pas connus de la direction des ressources humaines ou quelquefois à des objets. Par exemple, on a découvert il y a 15 jours que toute entité qui allait consommer un des 4 services que sont les parkings, les locaux, le self ou le SIH devrait se voir attribuer une carte, ce qui est logique. Eh bien, on n'avait pas vu venir le fait qu'il allait falloir rentrer dans notre méta-annuaire des ambulances, puisque nous avons des contrats avec des sociétés d'ambulances et que ces ambulances rentrent sur les parkings du CHU. On va donc devoir rentrer dans le méta-annuaire des ambulances. On héberge, sur le campus du CHU, on héberge une entité juridique qui n'a rien à voir avec le CHU, mais qui se trouve être sur notre campus, qui est une entité qui gère de la dialyse. Cette entité, elle a la particularité d'avoir des patients qui sont des dialysés chroniques et qui donc, alors ils ne sont pas beaucoup, ils sont une petite cinquantaine, et qui arrivent directement dans cette entité, sans en gros passer par l'accueil, ils montent directement à l'étage de la dialyse, et donc ils viennent directement se garer au parking. Il va donc falloir attribuer à des patients d'une entité qui n'est pas le CHU des cartes d'accès au parking, et donc les identifier dans un annuaire. Donc on voit bien qu'il y a une diversité extraordinaire de la quantité d'individus ou d'objets, ça peut être aussi des objets, qui vont se trouver dans ce méta-annuaire. Donc ça, c'est la première particularité du monde hospitalier. Et la deuxième particularité, mais ça, je pense que les produits Vidian l'adressent bien, c'est les 2 cas particuliers d'usage que sont le fast user switching, c'est-à-dire le changement rapide de contexte utilisateur sur un poste de travail, et l'itinérance de session, c'est-à-dire le fait qu'un praticien se promène, si j'ose dire, dans un couloir et passe de PC en PC avec sa carte en retrouvant son contexte d'utilisation avec ses logiciels lancés à un instant T sans avoir à relancer une session et à relancer un logiciel. La priorité dans l'hôpital, c'est pas d'assurer la confidentialité des données, c'est de soigner les patients. Et en aucun cas, une solution technique, soit-elle d'authentification, ne doit porter préjudice aux patients. Ça, c'est une exigence qu'on a dans les services de soins qui est impérative. Donc, soit on a des systèmes qui tournent, qui fonctionnent dans tous les cas possibles et imaginables, soit on a des solutions de secours qui permettent de permettre au personnel soignant de continuer à travailler. Alors, c'est surtout vrai dans les urgences,
où je ne sais pas si vous avez déjà été dans des urgences, je ne vous le souhaite pas, mais allez-y une fois pour voir. C'est un travail de dingue. Et franchement, les problèmes d'authentification, les problèmes d'accès aux données, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution qui répondent aux attentes des professionnels en urgence. Surtout pas les cartes à connecter, etc. Il faut qu'on trouve des systèmes, soit des systèmes sans contact, soit éventuellement pas d'authentification du tout. C'est moi qui donne une idée. Mais surtout un contrôle a posteriori de tout ce qui est fait. Comment vous voyez la partie identité comme un service pour les organismes, Luc? Sur l'avenir, je pense qu'on parle de plus en plus de la gestion du parcours de soins du patient, depuis la ville, l'hôpital, le retour à domicile, la ville, etc. Et on n'est plus hospitalo-centré, et on va devoir travailler à comment on va gérer le parcours de soins et comment on va assurer que toutes ces données sont transmises aux personnes qui en ont besoin et comment on va gérer toute cette sécurité des données. C'est un beau projet. Dans les établissements, souvent, les gens ne sont pas classés avec le code métier, mais avec le code grade. Donc oui, déjà, il y a un premier travail de... Ah non, c'est pas pareil. Le grade, par exemple... parallèle, j'ai dit pas pareil. Vous pouvez être agent hospitalier, et puis à un moment, vous êtes reclassé en cuisine, etc. Et vous êtes toujours agent hospitalier. Alors, vous ne faites pas le travail d'un agent hospitalier, mais vous êtes travailler à la cuisine. Et ça, le code métier, c'est déjà un premier travail de leur faire saisir des codes métiers. Parce que souvent, il y a le code grade pour la paye, en fait. Il faut accepter de faire des paliers, de se dire, on va au moins jusque-là, ce qui n'était pas fait jusqu'à maintenant. Donc déjà, on a automatisé le processus jusqu'à un certain niveau. On n'est pas allé jusqu'au droit fin dans l'application elle-même, mais ça, c'est vraiment à laisser à faire par l'application. Alors, même ça, on a du mal, hein. La fonction publique hospitalière a inventé un truc génial qui s'appelle les faisans fonction. Donc tous ceux qui se sont coltinés à ce type de problème, je vois que Luc rigole. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas le grade, mais qui en assument quand même la fonction en attendant leur nomination. Donc ça, par exemple, si on décide que seuls les cadres ont accès, par exemple, à l'application de gestion de ressources humaines, eh bien les faisans fonction cadres, qui n'ont pas le grade de cadre, mais qui pourtant en assument la fonction, c'est bien le sens de l'expression faisant fonction, eh bien il va falloir les traiter de manière particulière. Au CHU de Nantes, ça représente plusieurs centaines de personnes. Il y a les faisant fonction non officielles, parce qu'il y a les habitudes qui ont été prises. Par exemple, de donner à la secrétaire les entrées d'information du PMSI, alors que normalement c'est réservé aux médecins. Pour revenir sur un truc comme ça... Quel est le bénéfice de mettre un projet d'IAM? C'est quoi le bénéfice alors moi, de mon point de vue, un projet IAM n'a pas à rentrer dans un modèle d'habilitation fin dans les applications. Qu'il aille jusqu'à dire que quand on est cadre administratif, on n'a pas accès au dossier patient, alors que quand on est cadre soignant, on y a accès. Donc c'est du mode tout ou rien sur un applicatif. Pour moi, c'est le vrai rôle d'un projet IAM. Mais aller jusqu'au droit fin dans l'applicatif métier, personne ne le fait. Quand on interroge les gens qu'on croise aux assises de la sécurité, par exemple, quand on interroge les clients potentiels et quand on dit qui c'est qui va jusqu'au provisioning de droit fin dans les applicatifs, on trouve personne qui le fait. Par contre, c'est ce qu'on a dit avant, c'est effectivement l'attribution d'une boîte aux lettres, d'un compte AD, d'un compte dans les principaux applicatifs métiers. Déjà, ça fait gagner un temps fou et aux équipes qui fabriquent ces habilitations et aux gens sur le terrain qui sont recrutés et qui n'attendent pas d'avoir leur login et leur password pendant 3 semaines. Mais je pense que dans les hôpitaux, tout le monde fait de la gestion d'identité d'une façon peut-être très diffuse, etc. Il faut voir d'où on est parti. On avait des dizaines de milliers de comptes génériques. Déjà, le fait de mettre un nom, un prénom et un métier ou un code grade, c'est une grande avancée. C'est une grande avancée. Le fait que derrière on puisse tracer, c'est ça qu'on nous demande en fait. Maintenant, on essaye d'industrialiser parce que on n'a pas non plus des ressources humaines dimensionnées. Donc, on essaye d'aller dans l'automatisation des process. Le premier projet IAM que j'ai conduit en toute modestie, c'était quand j'étais au CHU de Rennes. Alors, ça va en faire sourire certains. On avait tout simplement connecté la gestion des ressources humaines avec l'annuaire Active Directory. Donc, en gros, toute personne qui quittait l'établissement, son compte AD était supprimé à J+1. Et évidemment, avant d'appuyer sur le bouton, on a fait un état des lieux de ce qu'on allait avoir le jour où on allait appuyer sur le bouton. Et on avait pris toutes les précautions possibles et imaginables, on avait prévenu les services, etc. Et évidemment, le jour où on appuie sur le bouton, on s'est retrouvé sur à peu près 8000 agents avec une centaine de comptes Active Directory qui correspondent à des gens qui avaient quitté l'établissement depuis, pour certains, plusieurs années et dont le login était toujours utilisé tous les jours. Alors on a trouvé dans le lot
des gens qui avaient pris le poste de leurs prédécesseurs et qui ne savaient pas qu'elles avaient un login et un password. Et qui répondaient Très alors. bien, ok, on a réglé la question. Et on a trouvé des cas mais complètement hallucinants, du genre la secrétaire d'un service qui était partie à la retraite le vendredi soir, qui le lundi matin avait été recrutée par le médecin, par son association LO 1901, mis à disposition sans que la DRH soit au courant dans le même service. Et la secrétaire en question, depuis plusieurs années, continuait à donner des ordres à ses collègues dans le service alors qu'elle n'était plus salariée de l'hôpital. Voilà le genre de cas qu'on a détecté. Le fait est que si jamais on dit aux utilisateurs qu'on va leur retirer leur carte et qu'ils vont devoir retourner aux 6 à 12 login passwords qu'ils avaient avant, rien que ça, c'est plus possible.